Ambaro, en ce mercredi sur Alliance 92, et rappelons-le toujours, il y a la rediffusion le dimanche. Mercredi, la version malgache, diffusion à 12h15, la version française par contre à 13h15. La rediffusion de notre émission Ambaro, le dimanche, comme il a été précisé, donc c'est à 9h20. À la version française et par contre à midi pour la version malagasy. Et pour ce jour, l'Ambaro est destiné à la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, plus connue par la forme. Bonjour à vous, puisque l'on reçoit ici la présidente qui n'est autre que Rita Raveldzon, ainsi que la présence de Johan Pless. Vice-président, bonjour. Bonjour, Manaon. Quand on dit hôtelier, restaurateur, on a tout de suite en tête tourisme. Et on essaie de mettre en avant le tourisme. Et vous êtes quand même l'un des moteurs qui peut donner force à ce tourisme si on parle de Madagascar. Au niveau mondial, déjà, l'hôtellerie représente le plus gros moteur du tourisme parce que nous faisons la prestation d'expérience client dans toutes les régions. Revenons d'abord à votre plateforme qui est ici, qui regroupe quand même plusieurs opérateurs qui œuvrent dans ce secteur. À peu près, nous sommes à combien ? À la forme, nous sommes un peu plus de 320 là. Quand même. Oui, dans toutes les régions. Est-ce qu'il y a des spécificités quand même par rapport, comment on dit ça dans votre jargon, catégorie, étoile Oui, les membres de la forme sont de toutes les catégories. Les opérateurs qui sont donc dans ce secteur hôtellerie et restauration, qui ont l'autorisation d'ouverture du ministère du Tourisme, parce que nous promouvons une professionnalisation de notre secteur, donc il faut qu'il soit légal. Professionnalisation, et d'ailleurs actuellement plusieurs écoles ouvrent donc cette filière hôtelier et restauration. Est-ce à dire que c'est quand même jusqu'à aujourd'hui où l'on parle une filière qui peut porter? Alors oui, merci. Effectivement, le secteur touristique et plus particulièrement l'hôtellerie et la restauration sont des filières qui sont très porteurs parce qu'ils touchent plusieurs métiers. Quand on parle de la restauration, on parle du service, mais on parle bien entendu aussi de la cuisine, mais on peut parler aussi d'un poste d'achat, de responsable qualité ou de contrôle de gestion. Donc on peut parler de postes tant administratifs que de postes physiques d'accueil du client ou des postes de production. Quand on parle de l'hébergement, de la même manière, on parle de postes de gardien, on parle de postes de jardinerie éventuellement, on parle de postes de lobby, on parle de postes d'administration aussi, de contrôle de gestion, de comptabilité et bien entendu de femmes de chambre, de buanderie, de laverie et autres. Donc on voit que ces secteurs-là sont très porteurs au niveau de la formation des jeunes ou des moins jeunes et aussi des métiers qu'ils dispensent et que c'est un secteur transversal qui peut toucher toutes les couches de la société de Madagascar. Effectivement, en vous écoutant, c'est cela, puisque quand on dit hôtellerie et restauration, il n'y a pas que la cuisine. Effectivement, il n'y a pas que la cuisine, il y a plein de métiers qui ne sont pas des métiers cachés parce que bien souvent, ils sont visibles de tous et maintenant en restauration, de plus en plus, les cuisines sont ouvertes et non plus cachées. Et on s'ouvre au monde entre nous. Et on s'ouvre au monde et on communique et les clients en général de l'hôtellerie et de la restauration aiment parler avec les gens, aiment communiquer et aiment partager. Minimum, combien de langues à maîtriser dans ce domaine, dans ce secteur? Le minimum serait déjà le français. Mais plus, c'est déjà très bien. L'anglais, l'italien. De toute façon, on est ouvert à tout le monde. Donc, il y a des niches de clients comme ça, que ce soit l'allemand, les russes ou les japonais. C'est au choix de la personne. Il y a aussi cette promotion de destination de Madagascar. Votre contribution pour parfaire cette destination? Notre contribution, déjà, c'est une des axes stratégiques dans lesquels on agit. C'est promouvoir une qualité de service à Madagascar. Ça, c'est notre contribution. Ça, c'est, disons, en interne. Mais on est aussi présent et on est sur tous les fronts dans toutes les institutions concernant le tourisme, que ce soit les offices régionaux ou l'Office national du tourisme ou les organismes qui sont auprès du ministère du tourisme. On est présent. Cela veut dire quoi, être présent? Cela veut dire que nous sommes une force de proposition dans ces institutions, c'est-à-dire à la fois nous voulons faire connaître vraiment le tourisme à l'intérieur de Madagascar parce que c'est une action commune et aussi, je dirais, mettre en place des structures qui
peuvent ne pas exister ou améliorer des structures qui existent déjà pour que tous ensemble on va dans cette direction de qualité pour être compétitif au niveau régional et international. Alors vous êtes sur tous les fronts, vous dites, au niveau international comme au niveau régional et local aussi sans doute et a fortiori, mais des salons, vous y participez également, des salons internationaux, par exemple tout dernièrement il y a eu le fameux salon nautique international, il y a eu quand même un grand espace pour Madagascar. Ces espaces, vous les occupez à combien, vous, par exemple, la forme? En fait, nous participons au salon avec l'ONTM qui surtout s'occupe de ça. Nous avions un stand à La Rochelle, à la forme. Mais en fait, les salons internationaux, il y a deux types de salons. Il y a les salons grand public et il y a les salons professionnels. Donc, ça dépend des cibles et de la forme de communication qu'on établit pour l'année, nos participations. On ne participe pas à tous les salons où l'ONTM est présent, mais déjà, comme on est membre de l'ONTM, on est dedans. Vous existez, c'est ce que vous voulez faire savoir, donc. Effectivement, la mission principale de l'ONTM est celle de la représentativité et de la commercialisation de Madagascar, de la visibilité à l'international. La mission de la forme est plus de défendre ses membres et défendre la compétitivité de ses membres à Madagascar, donc par de la formation ou en réglant des soucis que certains membres ou certaines régions où sont nos membres pourraient connaître. Elle n'est pas d'aller dans le monde pour faire connaître la destination Madagascar. Et ça, pourtant, vous avez une vitrine. Mais on a une vitrine, bien entendu. On a un site internet. On est, en étant participatif à l'ONTM et dans divers organismes publics et parapublics, on a effectivement des invitations auxquelles on peut répondre positivement. Mais ce n'est pas notre mission première. Notre mission première, c'est vraiment d'accompagner le secteur hébergement-restauration ici en national à Madagascar. Du fait qu'il y a eu plusieurs aléas quand même, il y a l'aléa de la nature en soi-même, si on parle de période cyclonique, il y a eu aussi le passage de problèmes d'énergie, entre autres, l'insécurité. Vous, à la forme, quelles sont vos appréciations et vos rebondissements par rapport à ces périodes-là? Alors, nous, à la forme, ce qu'on essaye de faire avec nos adhérents, c'est d'abord de les accompagner dans leurs demandes. Donc, tout le monde n'est pas touché par les mêmes aléas climatiques, tous nos membres ne sont pas touchés par les mêmes aléas sanitaires, tous nos membres ne sont pas touchés par les mêmes aléas sécuritaires. C'est donc déjà de faire remonter l'information de chaque problématique suivant les régions ou suivant les membres, aux autorités en charge et de travailler avec ces autorités pour trouver des solutions. Ça, c'est quand le problème survient. Quand on peut évaluer le problème à l'avance, on sait qu'il y a des choses qui sont récurrentes, qui reviennent chaque année et souvent pour les mêmes membres ou les mêmes régions, c'est de travailler en amont avec effectivement les organismes publics et parapublics ainsi que nos membres pour soit éviter, si on peut éviter, soit au minimum atténuer ou minimiser les conséquences négatives sur le travail de nos opérateurs. Mais cela toujours être accompagné par d'autres organismes, par exemple santé ou autres, pour parfaire tout à fait, vous avez absolument raison. L'épanouissement même de ces activités. Le tourisme et la restauration et l'hôtellerie étant un secteur transversal, on ne peut pas travailler tout seul et bien entendu cela touche souvent plusieurs ministères et plusieurs entités. On peut partir de la mairie en passant par le district, la région et les ministères concernés effectivement éventuellement. Moyenne d'âge actuellement, des jeunes qui se lancent, qui veulent parfaire leur métier, vous avez une idée? Plus d'hommes ou de femmes d'ailleurs dans le secteur de l'hôtellerie et restauration? Peut-être plutôt les femmes dans ce qui est hébergement. Et plutôt les hommes dans ce qui est le travail en restauration. Travail en restauration, cuisine, service, plutôt les hommes. Et en hébergement en général, plutôt les femmes. Rita pourra confirmer ou affirmer. Moi, c'est ce que je vois dans mes restaurants, par exemple, parce qu'en tant que vice-président, j'ai des restaurants et des hôtels. Maintenant, au niveau de l'âge, on trouve de tout. Ça va de 15 ans pour les stages à 77 ans. C'est la formule consacrée. C'est un métier qui demande beaucoup de volonté, qui demande beaucoup d'horaires.
Donc plutôt une vie saine et puis être un petit peu péchu, on va dire, entre guillemets. Mais oui, on trouve de tout et des gens qui aiment communiquer et des gens qui sont amoureux de leur travail aussi. Mais on trouve aussi des gens dont c'est un travail alimentaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, le spectre est très large. On peut passer du jardinier au chef de cuisine en passant par l'agent comptable. Et donc, il y a vraiment une grande diversité dans ces métiers-là. Mais vous avez parlé justement alimentaire. Tous les produits sont là à Madagascar. Si on parle de restauration, est-ce que ces produits est-ce que ces produits sont bien utilisés par nos restaurateurs? Si on parle de destination Madagascar, nos aliments, nos produits, boîtes de conserve par exemple. D'accord. Je pense que les restaurants à Madagascar n'utilisent pas de légumes en boîte de conserve parce que, en termes de qualité, ils vont pas vendre. Voilà. Donc nous avons cette richesse-là, cette opportunité. Oui, à exploiter. À exploiter. Oui, on trouve de très très bons produits à Madagascar, c'est pas seulement sur les légumes, mais sur les produits frais. On a cet avantage d'être une île et donc d'avoir des fruits de mer, des crustacés, des poissons qui sont extraordinaires, qui sont réputés dans le monde entier. Donc nous aussi, restaurateurs de Madagascar, on en profite, heureusement. Mais on a aussi les produits de la terre. On a la chance d'être un pays d'Afrique, mais avec du canard gras, ce qui n'existe pratiquement nulle part sur le continent. Donc le foie gras, les cuisses de canard ou le magret. On a de la chance d'avoir des viandes qui sont exceptionnelles comme le zébu, qui ont un goût qui sont extraordinaires. Et quelle erreur ce serait d'aller importer ou d'utiliser des haricots verts ou du poisson importé congelé d'Asie ou d'Europe ou d'autre part dans le monde. Donc non, il me semble que 100% des restaurateurs de Madagascar utilisent les produits naturels nationaux. Tout compte fait, il y a donc la saison haute et la saison basse, il me semble. Pour les hôteliers comme pour les restaurateurs, ce sont des périodes aussi à voir déjà à distance ou sinon des prévisions. Mais qu'appelle-t-on pour vous, côté de la forme, la haute saison? Est-ce que c'est uniquement la venue des gens de l'extérieur ou est-ce que même au sein même de la grande île on peut parler de haute saison? Les saisons ont été un peu chamboulées ces dernières années, ça il faut l'avouer, mais en général la haute saison c'est à partir du mois d'avril jusqu'au 30 novembre. Ça c'est une saison nationale, on a pu vérifier ça dans plusieurs régions, dans toutes les villes, que c'est la haute saison normalement. Pourquoi? Parce que à partir de décembre jusqu'au mois d'avril, il y a la saison cyclonique déjà. Ça, c'est par rapport aux arrivées des touristes internationaux, comme vous dites. Mais même les touristes internationaux n'arrivent pas vraiment au mois d'avril. Le tourisme local commence à bouger, je dirais, à compter du mois de février. Mais comme vous parlez haute saison, vraiment, c'est pour ça que je le limite au mois d'avril. Et c'est-à-dire que les touristes locaux bougent quand même? Ça a de son importance dans les régions? Oui, en fait, il faut revenir peut-être à la définition du touriste, parce que le touriste c'est la personne qui visite un autre lieu qui n'est pas son lieu de résidence. Donc quand on dit touriste, c'est pas forcément les vacanciers, ça peut être du tourisme d'affaires, ça peut être des visites familiales, c'est ça. Donc peut-être qu'il y a aussi décembre et janvier, il y a aussi les fêtes, mais quand je dis à partir de février, c'est surtout beaucoup plus du tourisme d'affaires et aussi les corporates. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une grosse importance du tourisme national et ça c'est aussi effectivement une prérogative que la forme s'est arrogée et travaille pas mal avec les offices régionaux du tourisme de Madagascar. Pour preuve, cet été à Majinga, il y a eu beaucoup de monde. Si on ne parle que des JMJ, ça fait partie du secteur touristique. Toutes ces personnes qui sont allées sur un lieu qui n'est pas leur lieu d'habitation, qui ont consommé sur ce lieu-là, qui ont consommé en restauration, en hébergement, en artisanat, en divertissement. Et bien on voit bien que Majinga a bénéficié donc du tourisme juste pour cet événement-là, mais aussi pendant des périodes de vacances à certains moments. D'autres moments, c'est plutôt full pointe ou Tamatave. Et c'est là où le rôle de la forme a aussi une importance, pas que à l'international, c'est de pouvoir développer les compétences nationales pour le tourisme national. Donc c'est un cercle qui se nourrit, quoi. On pourrait parler de cercle vertueux, on va dire qu'aujourd'hui c'est un cercle, comme vous l'avez dit, qui se nourrit, et du tourisme national qui a ses propres demandes, et du tourisme international qui a aussi ses propres standards et propres normes. Mais depuis combien d'années on a constaté cette évolution quand même
au niveau local, si on parle donc de visite ou d'aller en touriste ou par le local? Ça peut être assez récent, mais bon, c'est pas récent 2 ans, mais disons les 10 dernières années peut-être. Mais je pense que tout le chamboulement de la vie à Madagascar a fait qu'il y a plus de conscience dans ce cercle que vous dites que nous devons nous nourrir nous-mêmes d'abord. Et voilà justement pourquoi les membres de la Forme ont augmenté aussi sans doute à travers la création des établissements ici et là, non? Oui, aussi. Mais comment devient-on membre de la Forme alors? Alors, c'est une adhésion volontaire, parce que la Forme, c'est une association 60-133 normale, et donc c'est une adhésion volontaire. Il faut juste remplir les critères d'être donc légal au niveau du ministère du Tourisme et au niveau fiscal, évidemment. Un autre critère que nous avons aussi, qui nous tient à cœur parce que nous participons à la promotion de Madagascar, c'est d'être aussi un réglementaire au niveau de la vignette touristique. Parlons-en un petit peu de la vignette, parce que c'est le plus que le client paye, il me semble, au niveau des chambres. Oui. Et cette vignette va où? Alors cette vignette va aux offices régionaux et à l'Office national du tourisme. Pour la promotion? Pour la promotion du secteur touristique à l'extérieur de Madagascar. L'entrée de devises, si on parle de votre secteur d'activité, qu'en est-il? Sa santé? Alors, le secteur est le 3e secteur national. Pourvoyeur d'économie. En revanche, c'est celui qui, sur les 3 premiers, qui est le moins financé par l'État et qui mériterait donc d'être un peu plus appuyé par l'État. D'ailleurs, c'est aussi un objectif qu'a la Forme. Nous avons adhéré dernièrement à la Confédération du tourisme de Madagascar, qui fait partie du GEM et qui est donc une voix porteur des besoins de tout le secteur touristique, et donc notamment de l'hébergement et de la restauration. C'est un secteur qui est très important, hébergement et restauration, et qui, comme on le disait tout à l'heure, qui est transversal, qui est important pour le pays et qu'il ne faut pas négliger. Le secteur tourisme n'est pas du tout un secteur prioritaire dans le budget de l'État, alors que dans les revenus, on est dans les 3 premiers. Les 3 premiers, oui. Donc, on demande à être mieux soutenu pour pouvoir aller toujours dans cette vision d'avoir une meilleure qualité de service pour être compétitif. C'est un revolving. Donc, Aujourd'hui, il y a des destinations où on vient à la destination pour son hôtellerie, plus que pour sa plage ou pour sa biodiversité ou autre. Et c'est vrai que depuis les 20 dernières années à Madagascar, ce qui était une très bonne chose, et ce qu'il est toujours, on a beaucoup parlé biodiversité et pas infrastructure, mais plage ou forêt. On a peu parlé de tout ce qui était équipement logistique, donc restauration ou hébergement. Aujourd'hui, on voit que Madagascar attire de plus en plus des marchés de niche avec des hôtels très très haut de gamme qui eux-mêmes ont leur propre clientèle et qui viennent dans l'hôtel, qui ne viennent pas spécialement à Madagascar, mais qui viennent dans l'hôtel. Bien entendu, ils découvrent Madagascar, ils découvrent la biodiversité, ils découvrent les personnes, ils découvrent les plages, bien entendu. En revanche, nous, aujourd'hui, au niveau hébergement, c'est vrai qu'on a besoin de développer et les infrastructures et les formations. Et il faut qu'on ait effectivement un appui public et parapublic pour que les écoles publiques ou les écoles privées soient de plus en plus de haut niveau, que les accompagnements au niveau des sociétés, qu'elles soient de restauration ou d'hébergement, soient de plus haut niveau, et qu'on évolue dans un sens positif afin d'accueillir de plus en plus de touristes, et de plus en plus de touristes haut de gamme, moyenne gamme ou backpackers s'il le fallait, mais avec les services qui vont en face de ces demandes. Il y a donc déjà cet effort-là, il y a la vitrine, il y a le marketing et tout cela, mais est-ce à dire quand même que c'est un secteur qui pourrait apporter un plus au niveau mondial, si on parle du cas de l'océan Indien, Madagascar, par rapport aux autres îles qui sont à côté? Le secteur du tourisme est la première industrie mondiale et ça va en augmentant. Si dans les perspectives de l'OMT, dans le monde, il va y avoir 1,8 milliard de touristes en 2030, ça veut dire que ce sont des perspectives auxquelles nous pouvons tirer de beaucoup, avec une augmentation de 8% sur l'Afrique. Donc, juste des chiffres comme ça devrait nous réveiller en termes d'infrastructures. Pour l'hôtellerie, il y a de l'investissement à faire, mais pour le tourisme en général, ce sont des métiers, c'est du travail que je dirais peut-être
rapide en termes de retour. De retour. Oui. Je peux peut-être ajouter que, on le voit d'ailleurs, il y a eu des gros investissements avec de grands consortiums d'investisseurs au niveau des aéroports, qui sont les portes d'entrée du secteur touristique, sur Nocibé et sur IVAT, bien entendu. Et c'est bien là une prise de conscience. Si on vient mettre une grande porte d'entrée avec un énorme investissement qui représente des centaines de millions d'euros, c'est bien qu'il y a une demande nationale et une demande internationale. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à la porte d'entrée. Est-ce qu'il y a des régions, par rapport donc aux membres de la Forme, qui sont quand même lésées par rapport aux clients? Entre autres, pour Antananarive, d'antan on disait que c'était juste un lieu de passage, et maintenant on essaie de créer des activités, justement grâce à l'Office national du tourisme d'Anna-la-Manga, par exemple, pour des randonnées. Mais est-ce qu'on sent quand même ce déséquilibre par rapport aux régions? Je pense que le déséquilibre, ça dépend de la catégorie de clientèle. Quand je parle de ça, c'est par rapport aux intérêts des clients. Parce qu'il y a des clients qui veulent vraiment habiter dans une cabane au fin fond du bois. C'est leur truc. Donc, c'est pas qu'il y ait vraiment un déséquilibre, comme vous dites. Pour Antananarive, c'est beaucoup plus un tourisme d'affaires. Parce que à l'administration, il n'y a pas de balnéaire. Donc, ça dépend des cibles comme ça qu'on développe les produits. Donc là, c'est, comme on dit, c'est toute une stratégie de chaque membre et région. Tout à fait. Chaque office régionaux ou chaque région peut avoir sa propre politique de développement, ainsi que chaque membre. Madagascar offre une biodiversité et une diversité énorme. C'est vrai qu'il y a en gros des grandes différences entre le tourisme de luxe 5 étoiles que peut proposer éventuellement certains hôtels de niche sur des îles un petit peu à l'extérieur de la grande île, même avec celui du 5 étoiles. De la Forme. Oui. Oui. Donc, ou même avec du tourisme 5 étoiles, donc de Tananarive, alors que ça reste des 5 étoiles. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes avec pas les mêmes demandes qui rentrent dans ces hôtelleries-là. Et de la même manière, entre du Ravenal ou des gens dans les Tsing rouges ou des gens dans les Tsing du Bemara, ce ne sont pas non plus les mêmes typologies de touristes, alors qu'ils vont voir un petit peu les mêmes paysages. Donc voilà, chacun a ses atouts et chacun doit les développer. On a encore tous nous-mêmes de gros efforts à faire et on a une grande marge de développement. Entre autres. Je pense sur l'accueil, sur la professionnalisation, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire aussi sur le sourcing des bons produits. Parce que qu'est-ce qu'on entend par sourcing de bons produits? Alors le sourcing, c'est se donner un petit peu de mal pour aller chercher les bons fournisseurs aux bons endroits. Ça peut être professionnalisé aussi, ça? Il faut le professionnaliser, plus que ça peut être. Ça doit être professionnalisé. On ne doit pas se contenter juste de la personne qui vient chez nous frapper à la porte pour vendre des produits. On doit aussi aller les chercher. On doit aussi les accompagner pour leur dire ce dont on a besoin et quelles sont les attentes de nos clients. Donc ça doit plutôt que ça peut. Donc ce sont encore des normes et de l'hygiène à considérer. C'est un nouveau métier. Ça peut être aussi un métier pour les jeunes qui veulent entrer donc dans le secteur, tout compte fait, non? Tout à fait, vous avez raison. Dites-moi, ailleurs il y a ce qu'on appelle le tourisme médical. Est-ce que nos hôteliers, comme restaurateurs, peuvent y penser, si on parle de Madagascar? Mais le tourisme médical, c'est des gens qui viennent dans une région pour se soigner. Je pense que ça fait aussi partie des stratégies marketing des hôteliers. S'ils choisissent de faire une prestation dans cette niche, ce que je vois sur Antananarive, par exemple, c'est plus la dentisterie, je crois. Entre autres, les clients qui viennent, ils sont à l'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel qui va aller dans une vocation médicale, il va se transformer en hôpital, mais c'est pour faciliter les séjours. Ça fait partie du choix marketing de chaque établissement. On peut y envisager à Madagascar, par exemple, pour des grands repos avec des activités. Je vais rebondir un petit peu. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait l'hôtel des Thermes, Antsirabe, qui faisait effectivement du tourisme médical et qui attirait des gens du monde entier, mais surtout beaucoup d'Afrique, pour le repos, ou des gens qui avaient des problèmes, je crois, pulmonaires. Donc c'est des choses qui aujourd'hui ne sont un peu moins connues. D'ailleurs, votre question, je pense, veut en arriver là, mais qui pourraient très bien se développer à l'avenir sur une volonté effectivement de développement marketing sur un projet. Et ce projet-là, il peut être mené dans différentes activités. Ça pourrait être la dentisterie ou autre. C'est une volonté. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus biodiversité et balnéaire, mais
l'hôtel des Thermes est le pur exemple d'un tourisme médical qui a existé à Madagascar. Donc on peut encore Donc en pourquoi faire. pas. Vos derniers mots sur Ambarao? Déjà, merci Mankashi Chaka, c'est un très bon moment qu'on a passé. J'espère que nos auditeurs ont saisi les grandes idées de ce que la forme faisait et du développement de l'hébergement et de la restauration à Madagascar. Merci. Merci beaucoup. Ben, c'était votre Ambarao hein, sur Alliance 92.